Merci Arnaud, merci Laurent, merci Armand pour cette invitation. C'est toujours un plaisir. 25e Java, je pense que j'en ai fait une bonne vingtaine, mais ouais, ça rajeunit pas. Et donc l'idée est de vous présenter en avant-première sur ce continent, parce qu'en fait on l'a présenté une fois sur le continent nord-américain à Toronto il y a un mois, les résultats de l'étude BIRDS. Résultats qui sont tout frais, tout chauds, selon ce que vous allez voir, puisqu'on les a eus fin septembre. Donc c'est un essai randomisé multicentrique qu'on coordonne avec Laurent Brochard et Alain Mercat, qui est l'investigateur principal, depuis maintenant 5 ans. J'ai des conflits d'intérêts qui n'ont pas de rapport avec cette étude. Une partie de mon temps de travail est consacré à la recherche sur la ventilation de l'arrêt cardiaque et bien sûr aucun rapport avec le travail que je vous vais présenter aujourd'hui. Donc l'idée, avant de vous montrer les résultats de cet essai randomisé qui concerne la ventilation spontanée à la phase aiguë du SDRA, c'est de revenir rapidement sur ce qu'est la ventilation spontanée et sur les modes de ventilation qu'on a utilisés dans cette étude. Et là, il y a un peu de physiologie, de trucs à comprendre, encore une fois, avant de voir les résultats de l'étude. Alors la première chose, pourquoi c'est important de se poser la question de la ventilation spontanée à la phase aiguë du SDRA? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'éléments physiologiques, je dirais, assez forts, assez solides, qui suggèrent qu'une activité spontanée des muscles respiratoires, générant donc ce qu'on va appeler la ventilation spontanée, pourrait avoir un bénéfice. C'est symbolisé sur cette plaque en partant de la gauche par rapport à la fonction des muscles respiratoires et notamment à la fonction diaphragmatique. Et il y a des papiers, dont un papier prestigieux de l'équipe de Samir Jaber, qui montre que mettre le diaphragme complètement au repos, eh bien vous allez perdre en fonctionnalité, en performance du diaphragme. On peut imaginer qu'au contraire, permettre un peu d'activité diaphragmatique spontanée puisse être bénéfique. Au milieu de la plaque, vous avez l'illustration du fait que permettre cette activité ou encourager cette activité diaphragmatique au cours de la ventilation permet également d'améliorer l'oxygénation et le recrutement alvéolaire, parce que ça permet de redistribuer la ventilation des zones non dépendantes, vous savez, c'est les zones qui sont antérieures, vers les zones plus postérieures, proches des vertèbres et de la base du thorax, qui sont les zones les plus atteintes, les plus atélectasiées, les plus désaérées au cours du SDRA. Et puis enfin, c'est assez cohérent de se dire que plus tôt on va restaurer de la ventilation spontanée, plus tôt on va pouvoir hâter le processus de sevrage et se mettre dans une condition qui est la condition très importante pour notre objectif, qui est à la fin de déventiler le patient. Donc un rationnel physiologique assez fort pour dire qu'encourager une part de ventilation spontanée, ça ne veut en aucun cas dire que le malade va ventiler complètement tout seul, bien sûr à cette phase aiguë où c'est impossible, mais encourager cette ventilation spontanée puisse être bénéfique. Alors à l'inverse, et je n'ai pas le temps de le développer, vous savez qu'il y a des risques à cette ventilation spontanée. Un des premiers risques, ça serait de perdre le contrôle des volumes courants et de développer des volumes trop importants, et on sait que ça c'est extrêmement dangereux, et ça pourrait à l'inverse aller contre le bénéfice escompté avec cette approche. Alors, ça c'est le rationnel. La deuxième chose, c'est, cette fois on rentre dans l'étude, c'est comment on s'est posé cette question-là et surtout quels sont les modes ventilatoires qu'on a utilisés dans cette étude. Et pour encourager, pour cette ventilation spontanée, on a utilisé un mode de ventilation à 2 niveaux de pression, dont on ne sait pas exactement le nom en fait, c'est dérivé de l'APRV. On peut appeler ça PC-IMV, mais je ne suis pas sûr que vous suiviez tous. L'idée, c'est de comprendre en regardant les écrans du ventilateur. Sur la gauche, c'est un patient qui est curarisé avec ce fameux mode de ventilation. En l'occurrence, nous, on a utilisé l'APRV. Vous voyez, avec un I sur E normal. C'est-à-dire que vous avez une pression haute qui est délivrée pendant un temps d'insufflation d'1 seconde, et puis vous avez un temps expiratoire et une fréquence qui est fixe. La particularité de ce mode de ventilation, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de synchronisation. C'est-à-dire que le malade ne peut pas déclencher les cycles du ventilateur.
Et vous voyez donc que sur la droite, dès que le malade va commencer à avoir une activité respiratoire spontanée, il va respirer de son côté spontanément sur les cycles imposés par la machine qui apparaissent sur la gauche de la diapositive, mais sans aucune interaction possible. Donc l'idée, c'est qu'on a utilisé le mode APRV, mais avec un I sur E conventionnel, qui permet de superposer l'activité spontanée du patient avec les cycles à 2 niveaux de pression imposés par le ventilateur. Donc ça, c'est le mode qu'on a utilisé dans le bras interventionnel. Voilà le schéma de l'étude. Donc les critères d'inclusion, c'est des patients en SDRA avec un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 200 mm de mercure avec une pipe supérieure à 5 cm d'eau. L'objectif principal de cette étude était de savoir si encourager cette ventilation spontanée basée sur ce mode de ventilation qu'on va dire APRV à la phase aiguë du SDRA pourrait réduire la mortalité hospitalière. C'est la mortalité hospitalière qui était notre critère de jugement principal. Et bien sûr, on avait des critères de jugement secondaires qui étaient la quantité de sédation, la quantité de drogue vasoactive, le nombre de jours sous ventilation mécanique, le nombre de jours dans l'unité de réanimation et le nombre de jours sans organe failure et également la mortalité à J28. Pour l'objectif principal qui était la mortalité hospitalière, il nous fallait 700 patientes à inclure par rapport à l'objectif de cette étude qui était une réduction de la mortalité de 35 à 25%. Voilà le schéma de l'étude. C'est important de comprendre que la stratégie en termes de pipe et de volume courant était commune aux 2 bras. Un VT de 6 ml kg predicted body weight et une pipe réglée de façon à obtenir une pression de plateau à 28 cm d'eau comme ce qu'on avait fait dans l'étude express. Et cette stratégie de ventilation dite protectrice pouvait être délivrée dans le bras contrôle avec de la ventilation assistée contrôlée en volume, de la VAC, donc vous voyez les réglages de VT, de pipe et de débit inspiratoire, soit dans le bras interventionnel en APRV. Cette fois, pour obtenir ce volume courant et cette pipe, on commençait par régler la pression haute à 28 cm d'eau, puis on montait la PEP de façon à avoir un VT de 6 ml kg en prenant soin de mettre un temps d'insufflation de 1 seconde. Et on avait un objectif de ventilation spontanée exprimé en pourcentage de la ventilation minute totale. Le ventilateur donne cette information qui était de 10 à 50% de ventilation spontanée par rapport à la ventilation minute. Le management du sevrage de la PEP, de la FiO2, du sevrage de la ventilation était commun aux 2 stratégies. Dans le bras interventionnel, avec la ventilation spontanée en APRV, il y avait un protocole spécifique pour obtenir l'objectif de ventilation spontanée entre 10 et 50%. Vous voyez en haut l'information donnée par le ventilateur dans 3 exemples. Vous voyez à gauche une ventilation spontanée qui n'est pas suffisante, qui n'atteint pas les 10%, c'est la partie grise. Vous voyez à droite, à l'inverse, une ventilation spontanée qui est trop importante, supérieure à 50%, avec le risque de payer ça en termes d'efforts respiratoires et de trop grand volume courant. Et vous avez au milieu l'objectif qu'on s'était fixé de 10 à 50%. Vous avez l'algorithme d'approche de la sédation dans ce bras expérimental. Les cases vertes représentent la situation où le malade ne fait pas assez de ventilation spontanée. De 2 choses l'une, soit il est trop sédaté, il faut baisser la sédation, soit la sédation jugée sur le score RAS est OK, et à ce moment-là, très souvent, c'est que le malade est en alcalose respiratoire, c'est qu'il y a trop de ventilation réglée sur le ventilateur, il faut baisser un peu la fréquence, et à ce moment-là, le malade va respirer davantage. A l'inverse, les cases rouges indiquent la situation dangereuse où il y a trop de ventilation spontanée, supérieure à 50%, de 2 choses l'une, soit le patient est complètement agité, il faut le resédater, soit la sédation est OK, et à ce moment-là, la cause peut être différente, mais le plus souvent, une acidose. Ça peut être par exemple l'insuffisance rénale qui, au 5e jour, nécessite une dialyse ou alors l'augmentation des lactates parce que le malade développe un état de choc. Donc, bien sûr, dans ce cas-là, l'idée est de traiter la cause et éventuellement qui conduit à cette acidose. Le déroulement de l'étude était le suivant.
lors de la randomisation, les patients étaient inclus et après avaient 3 heures de ventilation, quel que soit le bras dans lequel ils étaient randomisés, en VAC, alors qu'ils étaient curarisés, ce qui nous permettait d'avoir une mécanique respiratoire de base pour l'ensemble des patients inclus dans les 2 bras. Puis après 3 heures, ils étaient dans leurs bras respectifs, indiqués par la randomisation, soit la ventilation assistée contrôlée en volume, soit la PRV avec la ventilation spontanée. Ils recevaient obligatoirement 24 heures de curare, et au bout de 24 heures, ces curares étaient arrêtés pour promouvoir la ventilation spontanée dans le bras APRV, et ça se traduisait côté VAC par une ventilation dite assistée, où le malade pouvait déclencher les cycles du ventilateur, comme on le connaît habituellement, avec un protocole d'adaptation dans la sédation commun aux 2 stratégies, de façon à éviter les asynchronies et à maintenir le patient dans un score RASS entre -2 et -3. Vous voyez que tout ce qui concernait le sevrage de la pipe, le test de ventilation spontanée, les indications de la ventilation en prône, l'ECMO et le NO étaient communes aux 2 stratégies et elles sont indiquées ici. Alors, bien sûr, la première chose, c'est que c'est 5 ans d'études et un grand merci à tous les centres qui ont participé. Donc, c'est une étude française, donc c'est des centres exclusivement français. Donc le centre d'Angers, qui est le premier centre, Rouen, qui a participé. Je sais que Dorothée Carpentier est là et vraiment je remercie l'ensemble de l'équipe. Tours, l'HEGP, Brest, Montpellier, Samir, Audrey sont là, Strasbourg, Nantes, Orléans, Lyon, Beauvais, Poitiers, Dieppe, Saint-Pierre, Mont-d'Or. Merci l'équipe de Mont-d'Or. Je vais pas jusqu'au bout, mais... Ouais, alors c'est bien la Réunion. Voilà, donc merci à l'ensemble de ces centres qui nous ont... aider jusqu'au bout. Et d'ailleurs, merci aux centres qui sont rentrés en cours d'études pour nous aider à finir ce travail. Alors, les caractéristiques des patients à l'admission, vous avez 2 colonnes. À gauche, c'est le groupe Assist Control. À droite, c'est le groupe APRV. 351 malades dans un bras, 346 dans l'autre. Ce qu'on peut retenir de cette table, c'est que les 2 groupes sont parfaitement comparables. Il s'agit de patients sévères, puisque vous voyez que plus de 65% d'entre eux reçoivent des drogues vasoactives à l'inclusion. Ils ont un temps, ils sont inclus très tôt après le début du SDRA, et c'est des SDRA qui sont essentiellement d'origine pulmonaire, et pour plus de 60% d'entre eux, 65% d'entre eux, des pneumonies. Je pense que voilà, ça c'est les éléments importants qui témoignent de la sévérité de ces patients. Vous avez ici la mécanique respiratoire à l'inclusion dans les 2 bras et les échanges gazeux. Vous voyez que la pression plateau est à 24, la driving pressure aux alentours de 13 cm d'eau. La compliance est en moyenne à 35-37 cm d'eau et le rapport PaO2 sur FiO2 à l'inclusion est autour de 130 mm de mercure. Très important, cette plaque qui montre dans le bras APRV, où encore une fois, je vous le rappelle, l'idée était de promouvoir la ventilation spontanée. C'est finalement ça l'intervention qu'on a testée. Cette diapositive illustre le pourcentage de ventilation minute spontanée exprimé en fonction de la ventilation minute moyen jour après jour. Donc forcément ça part de 0 parce qu'au départ ils sont tous curarisés. Les flèches rouges vous représentent le range qu'on s'était fixé de ventilation spontanée et vous voyez que le traitement a bel et bien été en moyenne donné aux patients puisqu'ils ont une ventilation spontanée qui, à partir du 2e jour jusqu'au 7e jour, est supérieure à 10%. Mais c'est important de voir que c'est une dose assez modérée quand même de ventilation spontanée. Il est vrai qu'on avait un peu peur de donner trop de ventilation spontanée. En tout cas, voilà ce que ça donne en moyenne. Alors, le résultat principal de l'étude, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Il est représenté ici. Donc, vous voyez qu'il n'y a strictement aucune différence entre les 2 bras pour ce qui est du critère de jugement principal qui est la mortalité hospitalière. Mortalité hospitalière qui est de 33% dans un bras et de 33,2% dans l'autre bras, ce qui au passage est une mortalité hospitalière, je dirais, enfin, toujours trop importante, mais... Ouais. Passons aux critères de jugement secondaire.
La mortalité à J28 est représentée sur la première ligne, 26,5 versus 28,3, donc pas de différence. Les ventilatory free day, pas de différence. Les organ failure free day, pas de différence. Les co-interventions, les 7 premiers jours, vous voyez qu'en termes d'hémodynamique, de circulation, le remplissage ou les drogues vasoactives, aucune différence entre les deux bras. Par contre, ce qui apparaît dans le carré rouge est significativement différent. Vous voyez que dans le bras APRV avec la ventilation spontanée, il y avait significativement moins de drogues de sédation, qu'on regarde le midazolam ou les équivalents morphine, et significativement moins d'administration de curare, alors que vous vous rappelez, de toute façon, tous les patients en recevaient au départ 24 heures, mais au total, sur les 7 premiers jours, il y en avait significativement moins dans le bras APRV. Vous avez maintenant la table qui représente les complications et les thérapies adjunctive thérapie. Donc vous voyez qu'en termes de pneumothorax, d'hypoxémie réfractaire, il n'y a pas de différence, au passage un taux très faible de pneumothorax, comme on s'y attendait, en dessous de 3%. Et pour ce qui est des thérapies associées, il y avait significativement moins de recours à la prone position dans le bras APRV, et on a 37% dans le bras contrôle et 28,6% dans le bras APRV. On pourra discuter ça après. Quand on regroupait toutes ces interventions, il y en avait significativement moins dans le bras APRV par rapport au bras contrôle. Je rappelle que les critères pour la mise sous ECMO, la mise sous NO et la prone position étaient définis à l'avance. Et pareil, l'hypoxémie réfractaire était définie comme ça apparaît en bas du tableau. Donc les conclusions à ce stade de l'analyse des résultats, il nous manque encore, on travaille avec Alain, il nous manque encore un certain nombre de détails, mais qui vont arriver très, très rapidement. Je crois qu'on peut dire que promouvoir la ventilation spontanée sur la base de ce mode de ventilation tout à fait particulier, qui encore une fois permet la ventilation spontanée, ça veut dire une ventilation complètement non assistée, qui se superpose au mode en pression, n'améliore pas le devenir de patients SDRA modérés ou sévères, comparé à une prise en charge, je dirais, basée sur un mode de ventilation de type volume assist control. La ventilation spontanée basée sur cette stratégie de ventilation semble faisable et safe, il n'y a pas plus de complications. Un objectif de ventilation spontanée entre 10 et 50% de la ventilation minute permet de réduire significativement la sédation et le besoin de curare. Voilà, on attend un certain nombre d'autres analyses pour aller un peu plus loin dans les conclusions. Je vous remercie beaucoup de votre attention.